en octobre 2009, je suis parti pour le Canada, aller me reposer. Mais il y a eu un hic. Quand j'arrive à Montréal, le confrère qui m'avait bien accompagné à Rome était là et me dit: demain tu as rendez-vous avec le médecin à la clinique. Quoi? Mais je dis rien d'autre. Sauf que dans ma tête, je me dis: ils m'ont bien eu. Je suis venu ici pour me reposer. Pas pour aller dans une clinique ni voir un médecin. Le lendemain matin, après une nuit dont je ne sais pas comment elle a été, ben voilà, quelqu'un, un de mes confrères, vient me prendre en voiture et me conduit assez loin, au dehors du centre de la ville, dans un quartier tout à fait, je dirais, il y avait des McDo, il y avait la Migros, si j'ose dire, c'était pas la Migros, mais enfin c'est un peu comme ça. Et là-dedans, une clinique. Et je vois devant la porte que c'est marqué « Nouveau départ ». Chance. Parce que ce mot « nouveau départ » m'entre en moi comme, j'allais dire, un ordre. Un ordre venant de moi-même, ok. Ils m'ont eu, mais je joue le jeu. J'ai rien à faire ici, de toute façon je partirai après. Bon, alors on arrive vers un médecin qui, en quelques minutes, a bien vu que je tremblais. J'étais vraiment un ivrogne. Et il a pris son appareil, il dicte le résultat. Au Canada, on ne fait jamais rien sans la présence, au point de vue, si vous voulez, des travaux de résumé, sans la présence du patient lui-même. Alors j'entends 4 semaines d'hospitalisation. Je lui demande, parce que je lui dis, mais vous savez, l'accent québécois, des fois ça me trompe un petit peu. Vous avez dit combien? 4 semaines, absolument. Bon. Et je dois venir quand? Ben, c'était presque comme aujourd'hui, à 3 heures. À 3 heures. Eh bien, en bon suisse, et complètement écrasé, si vous voulez. Je suis remonté là où il y a la résidence des Jésuites, dans un collège. J'ai pris une petite valise et à 15 heures pile, j'étais déshabillé dans la clinique parce qu'on enlève tout, évidemment, puisqu'on est ou des drogués ou bien des alcooliques. Pendant 2 jours, vous êtes comme à l'hôpital, hein, une chemise de nuit, puis un truc par-dessus. Mais j'entrais là dans véritablement un monde dont j'ignorais tout. Cette clinique, dirigée par un médecin qui a fait ses classes à la laiterie de Lyon, vous voyez, donc c'est assez connu, s'appelle le docteur Jean-Pierre Chiasson. Et là, si vous voulez, un système, pendant un certain temps, les patients deviennent une sorte de communauté. Et nous étions des jeunes qui commençaient à 17 ans, si vous voulez, dans leur âge, jusqu'aux plus anciens, et c'était moi qui à ce moment-là avait 68 ans. Entre les deux, il y avait plusieurs jeunes qui étaient généralement, eux, des drogués. Et vraiment pas tentés par l'alcool, mais il y a aussi donc des alcooliques. Et on formait une sorte de communauté, et c'est avec cette communauté que j'ai reçu environ 350 heures de thérapie au cours d'un séjour qui, en réalité, s'est révélé être 8 mois en hôpital, en clinique, presque sans sortir, et puis, disons, après, en ambulatoire, si vous voulez. J'allais chez moi,
chez les jésuites. Et puis je revenais pour 2 ou 3 heures par jour, et puis de moins en moins, etc. Je dois dire que je n'ai jamais vu, même pas dans la compagnie, autant de respect les uns pour les autres, à un point qui m'a presque laissé de la nostalgie de nos rencontres. Donc, qu'est-ce qu'était une thérapie quand on en fait autant que ça? C'était au fond un panorama de notre vie personnelle, comparé avec celle des autres, comparé aussi avec ce qu'on pouvait promettre à quelqu'un qui est dans l'alcoolisme ou qui est dans toute autre addiction, qui peuvent même être, par exemple, la boulimie, quelqu'un qui bouffe. Vous voyez, des pathologies, disons, spécifiques. Quand je suis arrivé, je précise qu'on m'a fait souffler dans pas un ballon, c'est une machine qui était à zéro, donc j'étais pas ivre, il n'y avait même plus de traces immédiates, mais c'est au cours du temps que, voilà, en se parlant, en écoutant les autres, on arrive à une conscience de « je ne peux pas continuer », ou si je continue dans la ligne cachée, souterraine, eh bien, je n'en sortirai pas. Donc, j'ai au fond été de force engagé à comprendre qu'est-ce qu'une toxicomanie. Et certaines rencontres avec ces garçons ou ces filles ou ces hommes étaient vraiment tragiques. Mais donc peu à peu, voilà, on s'est connus les uns les autres, on a pu se parler, s'encourager, mais encore une fois, sans jamais s'accuser les uns les autres, mais au contraire, tenter de s'entendre. Les thérapies que j'ai suivies n'étaient nullement médicamenteuses. Je n'ai pas avalé une seule aspirine, ni même quoi que ce soit, sauf pour dormir, somnifère les 2 premières nuits, mais après, j'en avais absolument plus besoin. À cet égard, je dois vous dire que j'étais, pendant le temps clinique, surveillé heure par heure, ou veillé heure par heure. Donc il y avait un thérapeute, une infirmière, un infirmier qui venait 1 fois par heure, donc 24 fois par jour, et ça pendant 8 semaines. Mais passé, disons, le premier jour, la première nuit, ok, là, ils sont venus, puis ils m'ont fait je ne sais pas quelle piqûre, la deuxième aussi. La troisième, ben, je me réveille le matin, puis je dis à celui qui vient, pourquoi vous n'êtes pas venu cette nuit? Il m'a dit, on est venu, mais vous dormiez si bien. J'avais, en fait, je ne dis pas miraculeusement, mais du moment où je ne pouvais rien faire d'autre, ben, retrouver un sommeil, qui ne sait pas, après, enfin, j'ai été libéré, si vous voulez, déjà de ce handicap. Je me souviens qu'en allant à l'université, je devais faire très attention parce qu'on m'avait aussi vite repéré dans la bouche de métro, si vous voulez, que je prenais. On m'avait déjà repéré pour, si je sortais, que je regardais un jeune qui était là, eh bien, j'entendais le mot smoke, oui, un appel. Mais il y avait aussi là
un garçon qui n'était pas dans la station, donc ma station si vous voulez, qui n'était pas drogué, mais qui tendait son gobelet. Et puis moi, les premières fois, j'ai passé devant lui comme ça, j'aime pas trop bien, c'est tout le temps les gens qui viennent avec leur gobelet. Puis un jour, je l'entends dire Monsieur. Ah bon, j'ai compris qu'il n'arrivait pas bien à parler. Puis là, bon, alors, il me dit quelque chose, bonjour, bon, voilà, il baragouine quelque chose. Mais après, comme je l'avais vu, chaque fois je lui disais bonjour. Et un jour, il m'a dit que Dieu vous bénisse. Alors, voilà Dieu maintenant qui me dit quelque chose, quoi. Et peu à peu, on a pu, disons, échanger, mais je ne lui ai jamais demandé son nom. Ce qui fait que je l'ai appelé mon ange gardien pendant tout le temps que je suis resté au Canada. Et il y a eu une petite chose bizarre, c'est qu'un jour, j'ai voulu aller au cinéma dans un autre lieu tout à fait différent de la ville. Donc j'ai été dans la station qui était celle d'habitude, il n'était pas là. Il n'était pas là, mais il était à la station où je suis arrivé. Je n'en tire aucune conclusion, sauf que quelquefois, il y a des signes. Dans tout ce milieu, je voudrais encore dire quelque chose d'un nouvel an, dans une abbaye des frères de la Croix glorieuse. Voilà. C'est donc si vous voulez, c'est la spiritualité de Charles de Foucault. Ils étaient qu'une dizaine, disons, un seul prêtre. Et puis là, je suis arrivé un 31 décembre avec mon confrère sauveteur. Et puis tout de suite, le prieur a voulu qu'on célèbre et que je fasse une petite homélie. J'ai fait une homélie. Je vais raconter d'ailleurs l'histoire de mon ange gardien. Et puis, mais j'avais écrit quelques petits mots quand même, et puis il m'a pris comme ça. Et puis à la fin de la messe, il y avait des gens. Arrive un type, là du fond, je le vois arriver du fond de l'église, et dans ma tête, quel sale gosse. Vraiment, il avait le sale gosse. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé vers moi. Bon. Alors la salle gosse dit, ce que je pourrais vous parler. Alors je dis, oui, il faut aller au parloir pour parler. Alors on y va. Le bonhomme a fait peur. Mais tout d'un coup, à peine la porte fermée, il fond en larmes. Puis je dis, mais je vous ai blessé? Non, 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 non. Mais vous avez parlé pour moi. C'est des expériences qui m'ont sorti peu à peu de l'envie de l'alcool. Je ne bois plus une goutte de vin, enfin si, une goutte d'un calice quand même. Là, je ne risque rien quand même, mais pas toujours. Des fois, je consomme mon hostie et comme ça. Je dirais aussi que quand on est invité, à l'heure actuelle, quand vous dites non merci, je ne prends pas l'alcool, vous n'êtes plus embêté comme on était autrefois. Je peux le dire sincèrement, rentrer en 2010 chez nous, je n'ai jamais eu quelqu'un qui me dit oh non, juste ça c'est fini. Un peu
grâce aux gendarmes aussi, il faut bien le dire, mais enfin. Il y a des règles qu'on nous donne aussi pour véritablement retrouver un équilibre après avoir passé par, je dirais, la route chaotique de l'alcool pour essayer de tenir la promesse qu'on pourra se passer. Et là, il y a des groupes, vous connaissez certainement les alcooliques anonymes, qui sont parmi les plus connus de chez nous, mais ils ne sont pas les seuls, hein, il y en a vraiment d'autres, et qui ont je dirais, les alcooliques anonymes ont découvert une spiritualité, hein, du retour à la sobriété. Il faut d'abord accepter qu'on est devenu dépendant. Parce qu'on a tout de suite envie de dire « mais non, mais non ». Ça, c'est une erreur fatale. Et il y a aussi comment apprendre à se réconcilier avec soi-même. Si à longueur de temps je me dis « pauvre con », ben, c'est pas possible. Il y a aussi la réconciliation avec les autres, et avec les autres qu'on a souvent maltraités. Quant à moi, ben, comment j'ai fini là-bas, après avoir été les 8 semaines, passé Noël, j'ai un confrère qui est venu chez moi, puis il m'a dit, tu viens avec moi à San Francisco. Puis, je lui dis, ben oui, mais enfin, bon, je n'ai pas de billet d'avion. Non, mais t'en fais pas, hein, on va pas en avion, hein. On va en voiture. Voiture, je peux vous dire, hein, ça fait 5000 aller, 5000 retour, 10 000 km. Sortie de clinique. Bon, je prends mon téléphone, je téléphone à mon thérapeute, puis je lui dis, Gilles, tu crois que je peux conduire? Ouais. Mais si je te dis que je vais à San Francisco, t'es d'accord? Oh, bravo! Alors, je l'entendais qu'il applaudissait. Bon, je téléphone à ma famille, pas aux jésuites. C'était mon frère, je ne sais pas s'il est caché là, parce que... Et puis enfin, de toute façon, il dit, mais ça ne va pas la tête. Non mais, t'as été 8 semaines en clinique, puis même tu veux encore te mettre au volant pendant... Non. Ben, je le fais quand même. Bon, on dormait un petit peu de temps en temps dans des motels, si vous voulez. Ça fait 5 jours. Hein, mais j'ai aimé cet esprit. Essayez de sortir, essayez de se retrouver, essayez de retrouver, disons, le bonheur. Et croyez-moi que dans ce cas-là, lui, il avait son congrès de mathématicien. Moi, j'avais un badge, mais je n'ai jamais rentré dans la machine, quoi. J'allais me promener. C'était je dirais, le petit bonheur après avoir été tellement contraint par la maladie que j'avais provoquée et que j'espère ne reviendra pas me détruire